pleine nuit, un policier se retrouve dans une situation très inconfortable. Le voici au milieu d'un couloir. Sa seule source de lumière, c'est sa lampe de poche, qui illumine droit devant lui. Il y a plusieurs pièces face à lui, mais les portes sont fermées. La tension monte, et d'ailleurs il tient son arme à la main, parce qu'il vient d'apercevoir du sang. Beaucoup de sang. Et pourtant, aussi horrible soit sa découverte, il y a également un miracle qui va changer toute la face de cette affaire. Lacey Phillips est une jeune fille de 11 ans qui vit avec ses parents, Mary et James Phillips, ainsi que son frère, Jesse, et sa sœur, Darla. Lacey est la petite dernière, et tout va bien dans cette famille américaine de la classe moyenne. La maison familiale se trouve à Balknob, une toute petite ville de l'Arkansas. C'est le début de l'été et les enfants n'ont plus école, puisque ce sont les vacances scolaires. Jesse et James ne sont pas à la maison. Il n'y a que Darla qui garde sa petite sœur, Lacey. Mary, quant à elle, est au travail. Mais à 16h, ce mardi 6 juin 1995, Lacey doit se rendre chez le dentiste, sa mère lui ayant pris un rendez-vous. Darla doit donc accompagner sa petite sœur jusqu'au lieu de travail de leur mère, pour qu'ensuite, elles aillent toutes les deux au cabinet dentaire. Comme prévu, en début d'après-midi, Darla arrive avec Lacey. Elle discute un peu avec sa mère, Mary, puis repart et finalement laisse sa maman et sa sœur ensemble pour aller profiter du reste de la journée avec des amis à elle. Le lendemain, le mercredi 7 juin, il est environ 1h du matin. C'est alors que le téléphone de la police du comté de White, en Arkansas, se met à retentir. À l'autre bout de la ligne, c'est James Phillips, le père de Lacey et l'époux de Mary, cette jeune maman de 34 ans. S'il appelle, c'est parce qu'aucune personne de son entourage n'a de nouvelles de sa femme depuis 15h de l'après-midi. Ce qui est anormal, et tout le monde est inquiet. Jesse et James n'étaient pas à la maison de la journée. Quand ils sont rentrés, chacun a été surpris de découvrir l'absence de Mary et Lacey, qui auraient dû revenir de leur rendez-vous chez le dentiste depuis bien longtemps. L'inquiétude gagne l'époux de Mary, parce que ce n'est pas habituel que sa femme ne donne aucune nouvelle, d'autant plus lorsqu'elle se trouve avec l'un de leurs enfants. Les policiers demandent à James de communiquer toutes les informations en sa possession pour organiser les recherches et retrouver Mary. L'époux indique aux agents que sa femme travaille dans un cabinet comptable, que ce jour, le mardi 6 juin, elle aurait dû se rendre à un rendez-vous chez un dentiste avec Lacey. L'affaire est prise au sérieux, notamment parce qu'une enfant mineure fait partie des gens disparus mystérieusement. Un agent est donc envoyé au lieu de travail de Mary, le dernier secteur connu où elle a été aperçue avec Lacey, pour essayer d'obtenir des indices sur l'endroit où pourraient se trouver la mère et la fille. Direction Balknob, là où se trouve le bureau de Mary. Une fois sur place, premier élément intéressant, un pick-up est garé à proximité du cabinet comptable. En relevant la plaque d'immatriculation, l'agent obtient la confirmation qu'il s'agit du véhicule de Mary. A priori, elle n'aurait donc pas bougé du bureau depuis tout ce temps. Le policier se présente devant la porte du bâtiment. Il toque, mais il n'y a aucune réponse. Il constate cependant que le battant n'est pas verrouillé. Et là, il a un mauvais pressentiment. Il est 1h du matin, personne ne devrait travailler aussi tard. Mary ne devrait pas être ici, et l'accès devrait être fermé. L'agent dégaine son arme et entre à l'intérieur des bureaux. Il passe le couloir d'entrée, et à travers une porte, il aperçoit une forme qui lui glace le sang. C'est un corps humain allongé au milieu d'une pièce. Il s'approche délicatement, il n'y a aucun doute. C'est un cadavre qui gît sur le sol. Il vérifie tout de même le pouls par précaution, mais cette personne est décédée. Le policier ressort aussitôt pour signaler sa découverte et prévenir que des inspecteurs doivent prendre le relais désormais, puisqu'il y a clairement eu un homicide ici. Les premiers inspecteurs de police arrivent sur les lieux autour de 3h du matin. L'un des enquêteurs a toujours pour habitude de prendre des photos du lieu où le crime s'est déroulé avant même d'analyser quoi que ce soit. Cette habitude lui permet de figer le lieu du meurtre. Il s'assure ainsi que rien ne pourra faire dévier l'investigation. Les premiers clichés sont ceux du corps. Il s'agit d'une femme, son âge tourne autour de la fin de vingtaine ou début de trentaine. Ses mains sont attachées dans son dos. Il y a ce qui semble être un câble électrique qui entoure son cou, et ses habits sont manquants à partir de la taille. Sans surprise, l'idée qui vient en tête des enquêteurs en observant la victime, c'est que derrière ce meurtre, le mobile est de nature sexuelle. Les inspecteurs, qui ont déjà résolu bon nombre d'homicides, sont tout de même choqués par la violence de l'attaque.
Pour beaucoup, ils n'avaient jamais vu une telle brutalité. La police se doute bien que la personne allongée dans ces locaux est Mary Phillips. Mais les proches de la jeune femme ont également mentionné sa fille de 11 ans, Lacey. Le reste du bâtiment est donc fouillé pour la retrouver. Il y a une salle de bain qui n'a pas encore été explorée. Manifestement, une partie des événements s'y sont déroulés, puisque sous la porte, il est possible d'apercevoir du sang. Qu'y a-t-il derrière ? Certainement rien de bon. L'inspecteur de police ouvre donc l'accès à cette salle de bain. Et c'est alors que tous les agents présents dans la maison entendent la phrase suivante. Il y a une jeune fille ici, une terrible nouvelle, puisqu'il s'agit de Lacey, la fille de Mary. La nouvelle est terrible, puisqu'au moment où l'enquêteur a ouvert la porte, il a pu voir la jeune fille assise sur une chaise. Elle ne bouge plus et elle est morte. C'est évident, tant la quantité de sang autour d'elle est conséquente. Tout ce sang provient de sa tête, sur laquelle le tueur semble s'être acharné. Le visage de la fille en est recouvert, tout comme ses vêtements et tout le sol de la pièce. L'inspecteur de police, suite à la découverte de ce second cadavre, s'apprête à figer l'état du corps et de la salle de bain. Il saisit donc son appareil photo et commence à prendre des clichés. À chaque prise, un petit bruit mécanique du boîtier retentit. Au moment où le policier appuie sur le bouton, il remarque dans la seconde que la jeune fille le regarde. C'est un choc. Le policier a littéralement l'impression que Lacey vient de ressusciter sous ses yeux. Dans la foulée, l'inspecteur crie à ses collègues qu'il y a une survivante et qu'il faut faire venir au plus vite une ambulance. Visiblement, ce n'était pas son heure. Lacey n'était pas morte, elle avait simplement perdu connaissance. Ce qui l'a fait revenir à elle, ce sont les bruits des déclenchements de l'appareil photo. Alors qu'elle est évanouie, elle entend ces petits clics, et chacun de ces sons la font revenir à elle au fur et à mesure. Mais elle sent qu'elle est incapable de bouger, alors elle se concentre sur ces bruits étranges, jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance, donnant cette photo absolument incroyable. Lacey ne réalise pas sur le moment. Et il faut dire que les policiers non plus, ils n'en reviennent pas que la fillette soit en vie. Le temps est comme suspendu. Les agents regardent la jeune fille et elle fait pareil, dans un silence presque apaisant. C'est alors que la petite voix de Lacey se fait entendre. Elle demande poliment si quelqu'un peut la détacher. Évidemment, elle est libérée de ses liens aussitôt et elle est conduite hors des bureaux. Les ambulanciers prennent en charge la jeune fille, qui est très mal en point. Elle a beau avoir survécu jusque-là, elle reste en danger. Elle a été frappée si violemment au niveau du crâne que l'os s'est brisé à plusieurs endroits et il est quasiment fissuré d'une oreille à l'autre. Elle a également une fracture au niveau du front, sur son côté droit. Sa mâchoire aussi est brisée. Ces blessures nécessitent une opération d'urgence, d'autant plus que cela fait de nombreuses heures que Lacey se trouve enfermée dans cette salle de bain. Les policiers apprendront qu'au final, la jeune fille de 11 ans a été séquestrée durant 12 heures au total, avec le crâne fracturé. À l'instant où les secours ont défait les liens qui entravaient Lacey, celle-ci a demandé si les agents savaient où se trouvait sa mère. Bien entendu, ils savent, mais l'inspecteur qui se charge de Lacey lui dit habilement qu'elle doit d'abord s'inquiéter pour elle, et qu'elle doit être soignée avant tout. C'est un véritable miracle que la jeune fille soit en vie. Hors de question de la chambouler un peu plus en lui annonçant la mort atroce de sa maman, dans un contexte déjà horrible. L'inspecteur accompagne Lacey à l'extérieur du bâtiment, mais le chemin pour atteindre la porte d'entrée nécessite de passer au-dessus du cadavre de Mary, sa mère. C'est donc les yeux fermés qu'elle est escortée hors des locaux sans voir le cadavre de sa maman. Ensuite, elle est transportée à l'hôpital de toute urgence, où elle subit les premières opérations visant à lui sauver la vie. Les fractures au niveau de son crâne et de sa mâchoire sont telles qu'il est nécessaire de replacer les os aux bons endroits et de reconstruire certaines parties. Les médecins sont efficaces, puisqu'ils parviennent non seulement à maintenir en vie la jeune fille, mais en plus, elle s'en sort sans aucun dommage au cerveau et avec très peu de traces sur le visage. C'est une véritable prouesse médicale. Déjà pour le reste de la vie de cet enfant, mais aussi dans le cadre de l'enquête finalement, parce que Lacey se souvient d'absolument tout ce qui lui est arrivé. Le moindre événement s'étant produit cette triste journée de juin 1995 est resté gravé dans sa mémoire. Et après l'intervention chirurgicale, les enquêteurs retournent voir la jeune fille, qui est désormais un témoin capital dans cette terrifiante affaire d'homicide. Lacey vient miraculeusement de survivre à une attaque féroce. Elle a perdu sa mère lors de cette agression, mais elle est en vie, et ses souvenirs sont intacts. Notamment grâce à un travail formidable de la part des chirurgiens qui ont déployé des efforts monumentaux pour lui éviter un sort fatal.
Les enquêteurs poussent la porte de la salle des soins intensifs pour discuter avec Lacey. Puisqu'elle se souvient des événements, ils lui demandent simplement de raconter tout ce dont elle se remémore, et la jeune fille se met donc à parler. Le mardi 6 juin démarre comme une journée classique pour Marie et sa fille Lacey. Marie doit se rendre au travail, et Lacey la rejoint accompagnée de sa sœur. Sur place, la mère et sa fille se trouvent dans les locaux, lorsqu'un homme franchit la porte avant de se rendre au bureau de Marie. D'abord, la jeune femme pense que l'un de ses clients passe à l'improviste, comme cela se produit régulièrement. Mais l'homme qui avance vers elle porte des gants en latex et tient dans une main une bobine de fil de fer. D'après son apparence, il est clair que cet individu n'est pas venu solliciter des conseils s'agissant de la gestion d'une comptabilité. Et surtout, en plus de son air menaçant, il dégaine un pistolet. Marie et Lacey sont terrorisées. L'homme dit qu'il s'agit d'un braquage et ordonne à la mère ainsi que sa fille de s'allonger sur le sol. Pendant ce temps, il se dirige vers la salle de bain, où il saisit une petite chaise métallique. Il dit à Lacey de se lever et de venir s'asseoir sur cette chaise à l'intérieur de la salle de bain. Bien sûr, le motif du cambriolage est un mensonge. Les tueurs expérimentés savent qu'en utilisant ce prétexte, les victimes ont tendance à être plus dociles. Le voleur prend ce qui l'intéresse puis déguerpit. Malheureusement, ce n'est pas la réelle raison ici. Et n'ayant pas d'autre choix que d'obéir, Lacey fait ce que l'homme souhaite. Elle s'installe, puis, tranquillement, il lui attache les pieds ainsi que les poignets dans le dos. Inquiète d'être isolée dans cette pièce et des intentions de cet individu à l'égard de sa mère, Lacey, courageusement, dit à l'homme de ne pas faire de mal à sa maman. La réponse de celui-ci est directe. « Je ne vais pas faire de mal à ta mère, c'est à toi que je vais faire du mal. » Juste après cette phrase, l'inconnu retourne son arme pour frapper Lacey au niveau du crâne, à l'aide de la crosse du pistolet. La violence des coups est terrible. Le crâne de Lacey se fracture et l'enfant perd connaissance. Elle finit par se réveiller, sans savoir combien de temps s'est écoulé depuis son agression. Elle est perdue et, en ouvrant les yeux, elle peut voir que son sang se trouve partout dans la pièce. Mais elle se rappelle tout à fait ce qu'il s'est passé. Elle crie alors pour prendre des nouvelles de sa mère. Il y a une réponse à ses cris. Malheureusement, ce n'est pas Marie. C'est l'agresseur qui est toujours présent. Il revient donc dans la salle de bain pour se charger de la jeune fille qui le dérange. Les cris risqueraient d'alerter le voisinage ou un passant. Alors, il est temps d'en finir avec la fillette. Cette fois, il ne la frappe pas. Il attrape la gorge de Lacey et serre. Elle perd à nouveau connaissance. Ce que l'individu ignore, c'est que Lacey n'a pas l'intention de mourir et s'accroche comme elle peut à la vie. Quand il desserre la prise, le tueur pense avoir ôté la vie de la jeune fille. Mais il se trompe. Elle ne reprend ses esprits que 12 heures après l'attaque initiale, lorsque le bruit de l'appareil photo la sort de son sommeil. Les policiers cherchent à obtenir plus de précisions concernant cet homme. Ils essaient surtout de connaître le signalement de cette personne. Les questions pleuvent, mais Lacey ne sait toujours pas où se trouve sa mère. Les agents continuent de la garder dans le flou. Pour 2 raisons. Sa santé, d'abord. Même si elle se remet de l'opération, elle est toujours en soins intensifs. Et son état de santé reste fragile. Ensuite, c'est pour le bon déroulé de l'enquête. Annoncer la mort de Marie, sa mère, pourrait la faire tomber dans un état de choc et lui faire oublier certains points cruciaux qui pourraient empêcher d'arrêter le tueur. Les enquêteurs insistent donc auprès de Lacey, qui leur révèle qu'elle est capable de dévoiler le moindre détail sur cet homme. Elle indique donc aux agents à quoi il ressemble. Elle décrit notamment ses habits, sa taille, sa corpulence, ses cheveux, tout. Lacey, lors de sa description, donne un détail qui fera peut-être la différence, puisque le meurtrier avait 2 tatouages, dont un à un endroit peu commun, en plein visage. C'est une larme qui est dessinée sur sa joue. Ce n'est pas habituel, et très peu de personnes ont ce genre de tatouage. Le second se trouve sur l'avant-bras. À présent, les policiers commencent à visualiser le personnage central de leur enquête pour meurtre. En réalité, un inspecteur de la région, en lisant la description faite par Lacey, description qui a été distribuée dans les commissariats alentours, est quasiment persuadé de savoir qui est l'auteur du crime. Et son nom est Jack Harold Jones, un homme âgé de 30 ans. Ce policier, de la ville de Balknub, informe aussitôt ses homologues à propos de Jack Jones, qui pourrait tout à fait correspondre au signalement. L'homme a notamment une larme tatouée sur la joue droite. Au-delà de ce détail très incriminant, il colle parfaitement avec la description de Lacey. Les yeux bruns, les cheveux bruns également, et le deuxième tatouage sur l'avant-bras. Sans tarder, les policiers chargés de résoudre le meurtre cueillent Jack Jones et le placent dans une salle d'interrogatoire pour entendre ce qu'il a à dire à propos de cette nuit tragique.
Les policiers se préparent à un interrogatoire assez rude, surtout si l'homme est véritablement le meurtrier. Il y a peu de chances pour qu'il craque rapidement, et il se pourrait qu'il tente de manipuler les enquêteurs. Mais lorsque Jack Jones s'installe pour son interrogatoire, les inspecteurs de police n'ont pas le temps de poser leur première question. L'homme se met à parler. Il parle beaucoup, et ce qu'il raconte, c'est le meurtre sauvage de Mary Phillips. Ce qui est choquant est que l'homme explique froidement, dans le moindre détail, ce qu'il a fait cette nuit du 6 juin 1995. Il détaille comment il est entré dans le bureau de comptabilité, comment il a menacé la mère et la fille, et comment il a attaché les deux avant de frapper Lacey pour agresser sexuellement ensuite Mary. C'est donc ça le mobile de ce meurtre, un mobile sexuel. Ensuite, il a utilisé le câble d'une machine à café pour étrangler Mary, qui est morte ainsi. Pour Lacey, il n'a utilisé que ses mains, et c'est sûrement grâce à cette erreur que la jeune fille est encore en vie et qu'elle a permis de retrouver ce psychopathe. Mais pourquoi avoir choisi Mary Phillips ? Jack Jones indique qu'il n'a pas réellement choisi sa victime. En fait, s'il a commis cet acte, c'était pour se venger de la police de Balknob. D'après lui, dans le passé, sa femme aurait subi un viol, et lorsqu'il se serait présenté aux autorités pour rapporter l'agression, celle-ci aurait pris l'affaire avec légèreté. L'agresseur de sa femme étant toujours en liberté, et peut-être toujours en train de commettre des crimes crapuleux, Jones a décidé de donner une leçon au service de police de la ville de Balknob. C'est pour cette raison que le policier du commissariat de Balknob a immédiatement reconnu Jack Jones, suite à la description donnée par Lacey. Mais alors, cela signifie que des enquêteurs chargés de protéger des citoyens ont ignoré la plainte du couple ? Ce serait absolument gravissime. Sauf que ce n'est pas totalement la vérité. La femme victime ne supportait plus l'enquête et a tout simplement décidé de stopper les poursuites. Mais Jack Jones ne l'a pas accepté. Il a même menacé que si l'auteur de ce crime n'était pas retrouvé, il ferait du mal à quelqu'un et, en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Le tueur ne connaissait absolument pas Mary Phillips avant de l'assassiner. Il a simplement choisi, au hasard, sa victime dans le cadre de sa vengeance contre les autorités. Cependant, il a tout de même repéré sa victime le jour même, avant de revenir sur les lieux pour commettre l'agression. Mais Jack Jones a-t-il réellement agi afin de punir les autorités de leur manque de résultats concernant l'affaire de sa femme ? Cette question est légitime. Déjà parce que ce comportement est étrange, et surtout parce que le profil de Jack Jones est un peu particulier. Jack Jones est né le 10 août 1964, à Toledo, dans l'Ohio. Il est loin d'être fils unique, puisqu'il vient au monde dans une famille de 7. Les 5 frères et sœurs s'entendent bien, les parents sont aimants et ils subviennent parfaitement aux besoins de chacun. Jack également est aimant envers ses parents et le reste de la fratrie. Il est même très proche de l'une de ses sœurs, qui a quasiment son âge, même si elle est un poil plus jeune. Ils jouent ensemble, se confient et cela dure des années ainsi. Le garçon n'est pas du tout différent des autres membres de la famille. Mais autour de l'adolescence, son attitude commence à se dégrader. Pas de façon générale, seulement ponctuellement. Il arrive que Jack pique des crises de colère. Ces crises sont souvent disproportionnées. Le motif est parfois futile, mais à chaque fois, cela finit de la même manière, dans la violence. Le jeune homme n'a aucun scrupule à frapper sa propre mère, mais aussi son père ou ses frères et sœurs. Jack devient brutal, et rapidement, il entre dans la délinquance. La police se présente à de nombreuses reprises au domicile des Jones. Il vole, se bat et participe à de nombreux larcins comme la vente de drogue, ce qui est incompréhensible pour les parents, parce que plus jeune, il n'a jamais fait preuve d'une telle violence ou appétence pour le crime, mais il est absolument ingérable à présent. Avec les années, il n'y a pas d'amélioration, ou même de stagnation dans le comportement de Jack. Il continue de plonger et s'attaque désormais aux animaux, qu'il torture et tue en très grand nombre. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Le jeune homme se fait arrêter suite à l'un de ses nombreux délits, et comme il est récidiviste, il est envoyé dans un centre de correction pour mineurs. Là-bas, la vie est rude. La colère de Jack ne fait que grandir, et c'est sûrement à ce stade que le point de non-retour a été atteint, lui donnant envie de commettre un meurtre absolument horrible plusieurs années dans le futur. Les crises de colère, la violence permanente et tuer des animaux, c'est un comportement que beaucoup de tueurs partagent, et notamment les tueurs en série. En découvrant le passé de Jack Jones, les policiers sont de plus en plus convaincus que le meurtre de Mary Phillips n'avait rien à voir avec cette histoire de vengeance. L'homme de 30 ans a simplement voulu satisfaire une sombre pulsion qui existe au fond de lui depuis plusieurs années.
Et si Lacey n'avait pas survécu pour le stopper, il aurait pu causer de nombreuses victimes. Désormais, Jack Jones doit répondre de ses actes face à un tribunal et, surprise, il décide de plaider non coupable. Ce qui est curieux, dans la mesure où une survivante de son attaque sera présente pour témoigner. Sauf que l'accusé se considère comme atteint mentalement, et au moment où il a commis le meurtre, il n'était pas responsable pénalement. En tout cas, c'est ce qu'il décide de mettre en avant afin d'éviter la peine qui l'attend à la fin de cette procédure. Le procès de Jack Jones débute en avril 1996. Sa défense est exposée au jury populaire, chargé de juger la culpabilité de l'homme. Sauf qu'au terme de cette procédure, le jury n'entend pas les arguments apportés par la défense et reconnaît Jack Jones coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Mary Phillips. La préméditation a été retenue notamment grâce au témoignage de Lacey, qui a raconté comment était équipé Jones au moment de l'attaque. Les gants en latex, la bobine de fil de fer et bien sûr le pistolet démontrent que même s'il ne connaissait pas Mary Phillips, le meurtrier avait préparé son coup en amont. Et la préméditation, c'est un point important, parce que c'est ce qui permet de qualifier un meurtre au premier degré aux États-Unis. Et en Arkansas, la peine de mort est en jeu dans ce genre d'affaires. Jack Jones est non seulement reconnu coupable du meurtre, mais aussi condamné à mort par le juge officiant lors de ce procès. Cette condamnation semble méritée, et le dossier de Jack Jones être clos. Mais en réalité pas du tout. Il y a encore des choses à dire sur cet homme. Jack Harold Jones a été condamné à mort par la justice américaine en 1996, grâce au courage de la petite Lacey Phillips. L'homme ne goûtera plus jamais à la liberté. Pourtant, il va encore faire parler de lui plusieurs années après tous ces événements. En 2003, 7 ans après le meurtre de Mary Phillips, les méthodes d'investigation ont fortement évolué, notamment grâce à l'ADN. De nombreuses affaires non résolues sont rouvertes, et pour beaucoup, elles débouchent sur la vérité. Parmi ces mystères encore non résolus, il y a le cas d'une femme nommée Lorraine Barrett. Le 1er juin 1991, cela fait moins de 24 heures que la jeune femme de 32 ans vient de poser ses valises dans l'hôtel Days Inn de Fort Lauderdale, en Floride. Elle profite de quelques jours de vacances bien méritées. La veille, le 31 mai, elle a passé sa soirée dans un bar. Mais le lendemain, la voici retrouvée morte dans sa chambre 824 de l'hôtel où elle loge. Les enquêteurs floridiens se penchent sur ce meurtre. Ils découvrent qu'elle est sortie au bar Elbow Room. Des témoins affirment avoir aperçu la jeune femme en compagnie d'un homme à la peau blanche et aux cheveux bruns. Mais le couple a aussi été vu dans l'ascenseur de l'hôtel où séjournait Lorraine. Évidemment, cet homme inconnu est fortement suspecté dans le meurtre de la jeune femme, puisqu'il semble l'avoir suivie jusqu'à sa chambre et la voici morte le lendemain. Le médecin légiste apporte des éléments supplémentaires autour du décès de Lorraine. Elle a été étranglée, la cause de la mort est donc une asphyxie, et la nature de ce meurtre est sexuelle, puisqu'elle a été abusée. Grâce aux témoins, les policiers sont capables de créer un portrait robot du suspect. Alors évidemment, vous l'avez reconnu, il s'agit de Jack Jones. Mais à l'époque, la police ne réussit pas à faire la percée décisive pour interpeller le tueur de Lorraine Barrett, malgré toutes les informations récoltées sur lui et notamment ses tatouages très spécifiques. Le portrait robot est d'ailleurs diffusé dans les journaux de l'époque. Et la sœur de Jack tombe sur l'article relatant la mort de cette jeune femme de 32 ans, avec l'image du suspect. Au premier coup d'œil, elle reconnaît son frère, mais n'arrive pas à croire qu'il pourrait s'agir de lui. Cela n'est qu'un portrait robot, et cela peut tout à fait être quelqu'un d'autre. Sauf que quelques années plus tard, la sœur rapporte un échange qu'elle a eu avec son père, et donc le père de Jack également. Elle lui aurait montré le journal, dans lequel se trouvait l'article avec le portrait robot, et le père aurait simplement répondu « Ne parle pas de ça à ta mère, oublie ça », avant d'ajouter qu'il a placé Jack dans un bus en direction de l'Arkansas, comme s'il se doutait, pour ne pas dire qu'il savait, que son fils était coupable du meurtre. Sur le coup, la sœur de Jack ne comprend pas bien, et face au sérieux de son père, ne parle pas de cet article. Pourtant, en 2003, l'implication de Jack Jones dans le meurtre de Lorraine Barrett est confirmée à 100% suite à la réouverture du dossier, et grâce aux comparaisons ADN. Le père de Jack l'a-t-il volontairement couvert ? Si c'est le cas, il est en partie responsable dans le meurtre de Mary Phillips, survenu 4 ans après. La sœur de Jack réalise alors que son frère et son père semblaient cacher un terrible secret,
Puisque son frère a déjà 2 meurtres violents à son actif, pourquoi ne pourrait-il pas en avoir un 3e? C'est une question qui l'obsède. Et elle décide de rendre visite à Jack en prison, alors même qu'elle ne voulait plus lui parler suite à toutes ces révélations. Elle prend son courage à 2 mains et s'entretient finalement avec lui. Elle parvient à le persuader de se confier. Et il dit qu'un jour, il lui enverra une lettre pour tout raconter. Cela prend quelques années encore, mais finalement, Jack Jones rédige effectivement une lettre dans laquelle il reconnaît un 3e meurtre en 1983, celui de Regina Harrison, âgée de 20 ans à l'époque, tout comme Jones. En 1983, Regina est une étudiante brillante. Le soir du mercredi 4 mai, elle décide de faire une balade de nuit, à vélo, dans le quartier de Hollywood à Fort Lauderdale, en Floride. Mais elle ne reviendra jamais de cette sortie. Sa famille, inquiète, décide de partir à sa recherche. Malheureusement, ce sont ses proches qui retrouveront son cadavre dénudé dans le parc de Westlake. Contrairement au cas de Lorraine Barrett, les enquêteurs vont réussir à mettre la main sur un suspect. Un délinquant sexuel, nommé Ronald Henry, est reconnu par un témoin. C'est une femme qui affirme l'avoir aperçu dans la même zone que Regina le soir de son meurtre. Elle précise même que l'homme roulait à vélo, à côté de la victime, dans ce parc. Regina ayant été agressée sexuellement avant d'avoir été étranglée, Ronald Henry est un coupable tout désigné, et il le sait. Malgré un manque de preuves flagrant et même des incohérences amenant à un doute sur sa culpabilité, Ronald Henry décide de plaider coupable pour éviter la peine de mort. Il y a donc officiellement un coupable dans le meurtre de Regina Harrison. Sauf que c'est la mauvaise personne. Ronald Henry est condamné à purger 50 ans d'emprisonnement pour un meurtre qu'il n'a pas commis, puisque l'ADN viendra définitivement l'innocenter. C'est la sœur de Jack qui prévient la police, suite aux lettres d'aveu qu'il lui a envoyées, qu'il y a une 3e victime et qu'il s'agit de Regina. Les tests ADN sont effectués pour vérifier la véracité des propos tenus dans cette lettre, et ils sont vrais. Trop tard, cependant, puisque Ronald Henry meurt en prison suite à un cancer, lorsque le vrai tueur de la jeune femme est découvert, en la personne de Jack Jones. Jack Jones devient officiellement un tueur en série, avec 3 victimes à son actif. La police a du mal à croire qu'entre 1983 et 1991, il n'a pas commis d'autres meurtres, mais il est impossible de prouver quoi que ce soit. Désormais, il reste une dernière étape, la mise à mort du détenu en 2017, qui doit se faire par injection létale. Jack Jones est une personne affreuse, mais avant de partir, il s'assure de traumatiser sa victime, Lacey Phillips, une dernière fois. Alors qu'il s'apprête à être exécuté, une dernière parole lui est offerte. Il profite de ce moment pour présenter ses excuses, en sachant, comme il le dit, que cela n'apporte rien, et que personne ne prêtera attention à ses tout derniers mots. Il ajoute ensuite qu'il est désolé, en s'adressant à Lacey. Puis, il dit qu'il la considère comme sa propre fille. Des mots qui déchirent le cœur de Lacey, parce que cet homme n'a aucune raison de lui dire ceci. Il a tué sa mère, a essayé de l'assassiner ensuite, et depuis ces événements, ils ne se sont pas revus. Alors pourquoi dit-il une telle chose? C'est une provocation supplémentaire avant de perdre la vie ce 24 avril 2017, sous les yeux de Lacey, qui obtient enfin justice pour sa maman, Marie. Et tous ces événements, et ces morts, auraient pu être évités si le père de Jack avait agi de la bonne manière, ou si sa sœur avait parlé avant, finalement. D'ailleurs, elle émet de forts regrets suite à son silence. Lacey, quant à elle, a réussi à reprendre une vie normale suite à ça, notamment grâce au soutien de sa famille. Voici pour cette affaire incroyable. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, écrivez « enfant » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.